Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clara et je vous souhaite la bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Il se peut que j'ai une voix post-maladie, donc veuillez m'excuser, mais je ne pouvais pas plus attendre pour enregistrer ces épisodes parce qu'après je suis en déplacement. Oui, parce que cet épisode est une première partie et normalement la deuxième partie est sortie en même temps. Je vais commencer donc ce premier épisode en vous posant immédiatement une question. Est-ce que si on remplaçait tous vos organes et tous vos membres, même votre cerveau qu'on aurait copié et transféré dans un cerveau artificiel, vous seriez toujours la même personne? Depuis toujours, la science-fiction est obsédée avec la question de l'identité, je vous l'apprends pas, mais la manière dont elle l'a abordée a beaucoup changé au fil des ans. Par exemple, jusqu'à quand même assez récemment, la question de l'identité pouvait souvent passer par des figures d'altérité radicale comme des aliens qui sont capables de prendre notre apparence, qui nous remplacent et qui nous confrontent à notre propre identité en tant qu'espèce humaine, comme dans La Chose, Under the Skin ou Annihilation. En parallèle de l'alien, il y a aussi eu la figure du zombie et de l'infecté. Là, la question de l'identité, c'est plus qu'est-ce qui reste de moi quand mon corps fonctionne relativement encore, mais que mon esprit est altéré ou absent. Évidemment, ces deux figures de la SF ne se réduisent pas qu'à cette seule fonction de l'identité, c'en est qu'une parmi d'autres, et si elles sont encore assez présentes aujourd'hui dans la science-fiction, je trouve que la question de l'identité même dans la SF actuelle a pris un autre tournant. Elle ne passe plus vraiment par ces figures-là. Je m'en suis rendu compte avec le succès, ou pas d'ailleurs, plus ou moins récent de certaines œuvres de SF, je pense notamment à Mickey 7 ou Mickey 17, Sévrance, Avatar, Alien Earth, oui, vous m'avez bien entendu, certains épisodes de Black Mirror ou encore Carbone modifié. Oui, je dis carbone modifié, il y a quoi? Si vous connaissez pas les œuvres que je viens de citer, elles ont à peu près comme point commun le clonage, les doubles et le transfert de conscience. Mais un autre point commun qu'elles ont entre elles, c'est qu'elles explorent une identité altérée. Cette fois, non pas par des aliens ou des zombies ou autres, mais par nous-mêmes, êtres humains. Par des technologies transhumanistes qui touchent directement au corps et ou à l'esprit. J'y reviendrai plus tard, mais il me faut aussi mentionner tout ce délire autour du multivers et des boucles temporelles qui a marqué la SF dernièrement, qui est certes évanescent, mais qui reste révélateur de quelque chose très lié à mon propos. Et en fait, j'ai très récemment réalisé à quel point la SF actuelle est obsédée par cette question de l'identité altérée dernièrement. Comme le dit notre très chère Donna Haraway, la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'une illusion d'optique. Donc moi, je me demande pourquoi cette montée de récits autour du clonage, des doubles et des transferts de conscience dans la SF contemporaine. Dans cet épisode, on va dans un premier temps revenir sur les œuvres que j'ai citées pour voir un peu comment la science-fiction explore la question de l'identité. Puis, dans le deuxième épisode, on essayera principalement de répondre à pourquoi. Pourquoi cette phase d'obsession pour cette représentation identitaire aujourd'hui dans la science-fiction? Qu'est-ce que ça dit de nous, de nos sociétés et de notre présent? Alors, vous l'avez peut-être lu dans le titre, ou alors pas du tout, vous avez sauté sur la notification sans chercher à comprendre, et dans ce cas, je crois que j'en suis honorée, mais vous vous demandez sûrement quel est ce fameux bateau de Thésée. Alors, il faut savoir que la science-fiction a toujours aimé jouer avec les allégories et les paradoxes philosophiques bien perchés. L'exemple le plus connu, c'est sûrement l'allégorie de la caverne de Platon, souvent représentée dans les récits dystopiques avec des humains enfermés dans une fausse réalité et qui finissent par ouvrir les yeux, par découvrir petit à petit la vérité derrière les apparences. Évidemment, on peut citer Matrix, The Truman Show, 1984, on peut en citer plein. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. On va parler d'une autre expérience de pensée philosophique qui est le paradoxe du bateau de Thésée. Étonnamment, il fait beaucoup moins l'objet d'analyse dans la SF alors que, à mon sens, il est très prégnant, surtout ces dernières années. Comme toutes les expériences de pensée, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, des fois c'est même impossible d'en donner, et c'est justement pour ça que le paradoxe de Thésée reste aujourd'hui mon expérience de pensée favorite. Je la trouve tout particulièrement stimulante.
tellement stimulante que j'ai un Doliprane à côté de moi. Bref. D'où ça vient initialement le bateau de Thésée? Ça vient du livre grec antique Vie des hommes illustres de Plutarque. Y sont racontées en partie les aventures du héros grec Thésée qui a traversé la mer Égée sur son bateau pour combattre le Minotaure en Crète. Et ce bateau, il a été conservé par les Athéniens, mais au fil des ans, le bateau, faut le réparer, faut changer et remplacer les pièces défectueuses, si bien que vient un moment où toutes les pièces d'origine du bateau de Thésée ont été remplacées. Ce qui nous amène à nous demander, est-ce que le bateau de Thésée est toujours le bateau de Thésée? C'est comme si je construisais le Faucon Millenium en Lego et que chaque mois je remplaçais un petit élément par une autre pièce. Au bout de quelques années, j'ai remplacé toutes les pièces d'origine par d'autres briques Lego. Est-ce que à la fin, on peut dire que c'est encore le même Faucon Millenium? À la base, on aurait donc deux possibilités de réponse. Oui, c'est toujours le même faucon parce qu'il a gardé sa fonction, sa forme et son apparence générale, et surtout parce que moi, je continue à le reconnaître comme étant le Faucon Millenium. L'idée que je me fais de sa forme me permet de dire que c'est toujours le même faucon, malgré le fait qu'il n'y ait plus aucune pièce d'origine. L'autre manière de répondre, c'est de dire non. C'est plus le même faucon, parce que ce qui faisait justement son identité, c'était sa matière, son corps, ses pièces d'origine. Et une fois qu'elles ont toutes disparu, on parle d'un autre vaisseau, même s'il a exactement la même configuration. Mais la question maintenant c'est, dans ce cas, si c'est plus le même Faucon Millenium, à partir de quand il a cessé d'être le Faucon Millenium? Est-ce que c'est dès qu'on a changé la première pièce? La moitié des pièces? La dernière pièce? Et là, bienvenue dans la zone migraine, mais c'est une migraine qu'on va traverser ensemble avec de la science-fiction, donc c'est cool. Vous l'aurez peut-être compris, le bateau de Thésée interroge la continuité de l'identité au fil du temps et des transformations. L'analogie avec nous, êtres humains, passe souvent par le fait que notre corps renouvelle presque toutes ses cellules tous les 7 à 10 ans. Et donc si on considère que l'identité dépend exclusivement de la matière, alors ces changements corporels devraient altérer notre identité. Dans cette perspective, j'imagine que biologiquement parlant, vous n'êtes pas la même personne que lorsque vous aviez 8 ans. Pourtant, vous vous percevez comme étant toujours la même personne. Ce qui maintiendrait cette continuité, c'est votre mémoire, votre subjectivité et le regard des autres, entre autres. De ce point de vue-là, notre identité serait donc surtout liée à une sorte de continuité psychologique ou narrative plutôt qu'à notre corps matériel. Évidemment, on peut aussi tout à fait remettre en question le concept même d'identité. Pour certaines personnes, le paradoxe du bateau de Thésée serait un faux paradoxe parce qu'il n'existerait rien de tel que l'identité. En fait, ça touche aussi à deux grandes questions philosophiques qu'on va croiser tout au long de ces deux épisodes. D'un côté, d'où vient la conscience, l'identité? Est-ce qu'elle peut être transférée ou reproduite? Et de l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on est la même personne au fil du temps et des changements? Je vais pas séparer les deux à chaque fois parce qu'on verra que ça s'entremêle très souvent, mais il faut garder cette distinction entre les deux. Je tiens à remercier Noé Jacomet d'ailleurs qui m'a aussi un peu aidé à y voir plus clair parce que lui est bien plus expert que moi sur les sujets philosophiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis sa chaîne YouTube en description. Moi, je suis là pour faire la seule chose que je sais faire, c'est articuler tout ça à la science-fiction. Aussi, avant d'aller plus loin, je tiens très fortement à préciser qu'on ne parle pas ici d'une identité humaine universelle. Là, c'est ultra localisé culturellement parlant, vous le savez, on parle de science-fiction qui est née dans des pays très avancés technologiquement et très individualistes. Donc les œuvres que je vais citer là, elles s'inscrivent vraiment dans des angoisses, dans un contexte culturel spécifique, avec une idée de l'identité spécifique, mais ça ne tend en aucun cas à représenter l'être humain en général. Commençons par ce qui est probablement la version la plus littérale du paradoxe du bateau de Thésée, celle où le corps humain est modifié petit à petit, organe par organe, membre par membre, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien du corps d'origine. C'est par exemple la question que pose la figure du cyborg dans la science-fiction. À partir de quelle proportion de modification cesse-t-on d'être humain ?
Et alors là, c'est pas les exemples qui manquent dans la science-fiction, mais vous l'avez vu dans le titre, j'emprunte à un des rares articles que j'ai trouvé sur ce sujet, le cas de Dark Vador. Dans l'épisode 3 de Star Wars, quand Palpatine récupère Anakin Skywalker, qui est relativement amoché, il le répare. Ses bras et ses jambes sont remplacés par des prothèses mécaniques, il dépend d'un système respiratoire artificiel via son masque et son armure, une partie de son squelette serait aussi mécanisée, il lui resterait ses organes, mais la grande majorité de son corps a été remplacée. Et alors, on peut se demander à quel point Anakin est toujours Dark Vador. Non, c'est l'inverse. On va pas s'en sortir dans cet épisode, je sens. On peut se demander à quel point Dark Vador est toujours Anakin. Certains et certaines diraient que, évidemment, c'est toujours le même puisque subsiste une partie de son corps original, sa mémoire et ses souvenirs. Pourtant, dans la saga, on dit bien que Dark Vador a tué Anakin et qu'Anakin est mort. C'est intéressant parce que ici, l'identité passerait par un récit social et collectif. Ce n'est plus Anakin parce que lui-même et les autres refusent de le reconnaître comme tel depuis qu'il a sombré dans le côté obscur, au-delà de ses souvenirs ou de ses restes biologiques. Cet exemple il repose surtout sur la transformation matérielle, mais si on pousse le paradoxe de Thésée un cran plus loin, on tombe sur une forme encore plus radicale qui est le transfert de conscience et la question de la continuité psychologique. Que se passe-t-il quand on transfère toute la conscience d'une personne dans un autre corps ? Est-ce que la continuité de la conscience suffit à garantir l'identité, ou est-ce que changer de support, entre guillemets, c'est déjà devenir quelqu'un d'autre, voire autre chose ? La série fraîchement terminée et fort heureusement d'Alien Earth, elle explore ça par exemple. Des enfants condamnés par une maladie voient leur conscience transférée dans des corps synthétiques d'adultes. C'est le cas de Marcy, le personnage principal de la série. Sa mémoire reste, mais son apparence et son rôle social ont changé, jusqu'à son prénom. L'identité devient ici écartelée entre la mémoire, le corps et le regard d'autrui. Dans l'épisode 4 de la série, il me semble que c'est le 4, son frère se demande si, je cite, « ils ont réellement transféré la conscience de sa petite sœur dans ce corps synthétique, et si c'est vraiment elle ?» Et on lui répond que ce sont deux questions très différentes, que, je cite, « l'une des questions serait pratique et l'une toucherait à une question existentielle ». Deux questions auxquelles il n'y aurait pas forcément de réponse claire, et c'est dommage parce que la série s'en tient que là, alors que c'est méga intéressant. Bref, d'ailleurs je vous renvoie encore une fois à Noé Jacomet qui a fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet dans Alien Earth. Ici, on parle de transfert de conscience dans un corps synthétique et robotique, mais il y a plein de manières dont la science-fiction a exploré le transfert de conscience. Par exemple, le transfert de conscience dans un corps non humain, notamment extraterrestre. On pense aussitôt à la saga Avatar. Jake Sully transfère sa conscience dans un corps Na'vi. Il accède à un corps très différent du sien. Un corps qui déjà peut marcher alors que lui est paralysé des jambes, un corps qui ressent et qui perçoit le monde différemment. Il accède à des perceptions sensorielles que les humains n'ont pas, par exemple le fameux appendice neural qu'on voit au bout des tresses, avec lequel il peut se connecter à d'autres espèces vivantes de Pandora et faire Tsaheilu. Et la vraie question liée à l'identité ici, c'est est-ce qu'on peut encore parler de la même personne quand son nouveau corps lui donne accès à un autre rapport sensoriel au réel, quand il perd littéralement une partie de son humanité ? Une autre manière, enfin, dont la science-fiction a exploré le transfert de conscience, c'est non pas dans une enveloppe synthétique ou extraterrestre, vierge, disons, mais dans un support qui a déjà vécu, qui a déjà un passé. Ici, je fais surtout référence à Carbone modifié qui pousse encore plus loin la question de l'identité. Carbone modifié, c'est du polar cyberpunk que je conseille très fortement par ailleurs. Dans Carbone modifié, les humains peuvent sauvegarder leur conscience dans une pile qu'on peut réimplanter dans un autre corps. Ces corps sont appelés des enveloppes, mais ces enveloppes ne sont pas toujours vierges. Ce sont des corps qui, parfois, ont déjà vécu. Et donc, on se retrouve avec un esprit A dans un corps B. Pour le lier au paradoxe, on pourrait dire que le bateau, donc l'identité humaine, est composé de pièces venant de deux navires différents. L'esprit et la mémoire d'une personne A d'un côté, le corps et le génome d'une personne B de l'autre. Il y a un double héritage très très pertinent dans ce cas de figure qui pose la question de l'identité non seulement de la personne A, mais aussi de la personne B. Et donc,
que reste-t-il de la personne A si elle n'a plus son corps? Et que reste-t-il de la personne B si elle n'a plus sa conscience? Peut-être que des deux, il ne reste rien et que leur coexistence forme une personne C, une nouvelle personne dont l'identité ne se réduit pas à celle de l'un ou de l'autre. C'est comme si je remplaçais les pièces de mon Faucon Millenium avec des pièces du Lego de l'USS Enterprise, disons. Je sais pas si techniquement c'est faisable, mais disons que oui. Dans ce cas, est-ce encore le Faucon Millenium ou est-ce devenu l'USS Enterprise ou bien une nouvelle création hybride, ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre? En réalité, ce sont des questions qui sont directement en lien avec une autre interprétation du bateau de Thésée proposée par un autre philosophe. Ce disque est une pile corticale. Le protectorat en accorde une à chacun de ses citoyens. Elle est implantée en nous à l'âge de 1 an. Nos sentiments, nos pensées, notre personnalité sont codés et bénéficient de THD, transport d'humains digitalisé. Ça signifie que votre conscience peut être transférée sur n'importe quelle pile et dans n'importe quel corps. Vous pouvez même être téléchargé en quelques minutes sur n'importe quelle planète des Nations Unies. Les enveloppes sont remplaçables, mais si votre pile est détruite, au revoir. Il n'y a pas de retour possible de la vraie mort. Jusqu'ici, en effet, on a toujours parlé d'un seul soi, qui se transforme ou qui se déplace dans le temps et dans l'espace. Mais qu'est-ce qui se passe quand plusieurs versions coexistent en même temps? Il faut savoir que le philosophe Thomas Hobbes, celui qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme, il a complexifié un peu le paradoxe du bateau de Thésée, comme si c'était pas déjà un vrai casse-tête. Il a proposé une autre perspective qui est, si quelqu'un décide de reconstruire un deuxième bateau identique avec toutes les planches originales du bateau de Thésée, on aurait donc 2 bateaux de Thésée identiques, l'un avec des nouvelles planches et l'autre avec les planches d'origine. Mais lequel serait réellement celui de Thésée? Là, on aurait 4 possibilités de réponse. Merci Hobbes pour ta contribution. Les 2 bateaux sont ceux de Thésée, ou alors c'est que le premier qui l'est, ou alors c'est que le deuxième, ou alors aucun des 2 bateaux n'est celui de Thésée. Ici, on quitte l'idée de remplacement progressif pour aller vers la duplication du bateau, la duplication de soi et l'existence simultanée de plusieurs soi. Donc là, la question c'est plus à quel moment je cesse d'être moi, mais lequel de ces moi est le vrai. Cette idée est évidemment explorée au travers du concept de clonage dans la science-fiction. C'est exactement ce qui se joue par exemple dans une œuvre que je pense vous connaissez au moins de loin, Mickey 7 d'Edward Ashton et son adaptation ciné Mickey 17 par Bong Joon-ho. Dans l'univers, Mickey est irremplaçable, c'est en gros un clone qui est destiné à mourir et à être réimprimé à volonté. À chaque décès, une nouvelle version de lui est clonée, mémoire comprise, pour continuer là où l'autre s'est arrêté. Et dans l'histoire, on suit donc Mickey 7, la 7e version du Mickey original, censé être le même. Mais l'original est en soi bel et bien mort. Bref, ça déjà, le clonage, c'est une chose, pour étudier l'identité personnelle. Est-ce que chaque clone de Mickey est véritablement identique au Mickey original, ou est-ce que la copie est une simple imitation de la précédente, dont l'incarnation aurait peut-être à chaque fois altéré la conscience? Ça fait déjà beaucoup de questions, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle pousse encore plus loin le concept de clonage, parce que à un moment, on croit que Mickey 7 est mort, alors qu'en fait non. Mais quand il revient, c'est trop tard car Mickey 8 est déjà imprimé. Et là, 2 Mickey coexistent. Même souvenir, a priori même conscience, lequel donc est le vrai Mickey parmi les 2? Est-ce que les 2 le sont ou aucun? Bref, avec Mickey, on est dans le cas classique du clonage, on a plusieurs corps pour une seule identité supposée unique. Mais il y a une autre œuvre de SF récente qui a très bien marché, que vous connaissez sûrement, qui a posé la question à l'envers. Cette œuvre, elle se demande justement qu'est-ce qui se passe quand, cette fois, il n'y a plus plusieurs corps, mais plusieurs consciences dans un seul et même corps. Ici, vous l'aurez peut-être deviné, je fais référence à la série Sévrance, énorme succès récent. Dans cette dystopie, des salariés subissent une opération qui scinde leur mémoire personnelle de leur mémoire professionnelle. Le résultat, c'est qu'il y a 2 soi qui vivent dans le même corps sans jamais se croiser ni se souvenir l'un de l'autre. On suit Marc, le personnage principal, mais en 2 versions. L'un qui vit sa vie perso et l'autre qui n'existe que dans l'entreprise où il travaille.
On a le même cerveau, la même interface neurologique, mais il y a 2 vécus et 2 accès à l'expérience différents, et donc peut-être 2 identités, c'est toute la question. Après, est-ce qu'on parle d'identité ou de personnalité dans Sévrance? C'est aussi une autre question très pertinente. Mais si on part du principe qu'il y a 2 consciences, 2 identités différentes, du coup, lequel est le vrai Marc? Celui qui bosse dans l'entreprise ou celui en dehors de l'entreprise? Certains diraient que c'est forcément celui d'avant la scission de sa mémoire. Mais c'est pas si évident parce que dans Sévrance, il n'y a pas de copier-coller de la mémoire comme dans Mickey 7 ou Carbone modifié. Il n'y a pas une version originale et une version secondaire. Il y a tout simplement un seul corps pour 2 personnes. Et ces 2 personnes elles vont se construire différemment, en parallèle l'une de l'autre. Pour moi, Sévrance pose plus une question de seuil, de à partir de combien de différences émotionnelles, comportementales ou mémorielles, on peut dire qu'un nouveau soi est né. Je m'appelle Ellie R. Je fais cette vidéo à peu près 2 heures avant qu'elle ne soit montrée à moi. J'ai, par ma volonté pleine et entière, consenti à l'intervention chirurgicale connue sous le nom de dissociation. J'accepte que mes chronologies perceptives soient, par le biais de cette intervention, cloisonnées, ce qui conduira à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie privée. J'ai également conscience que désormais, l'accès à ma mémoire sera déterminé par l'endroit où je suis. Je ne serai pas en mesure d'avoir accès à des souvenirs extérieurs à l'Oumen quand je serai au sous-sol des dissociés, ni de garder des souvenirs du bureau à ma sortie. Jusqu'ici, on a surtout parlé de transformation interne, de corps, de mémoire, de conscience, mais il y a une autre manière de faire exploser cette idée d'identité, c'est quand ce n'est plus nous qui changeons, mais l'espace et le temps autour de nous. Je suis en effet obligée de mentionner le phénomène des multivers et des boucles temporelles qui ont pas mal nourri la SF ces dernières années. Là, l'identité, elle n'est plus explorée à travers la technologie, mais à travers des concepts spatio-temporels. Et on pourrait croire que ça s'éloigne pas mal du bateau de Thésée, mais faut pas croire que ce paradoxe n'aborde que le concept d'identité. Il interroge aussi, et peut-être surtout, la continuité d'un objet dans l'espace et le temps. Par exemple, est-ce qu'un objet peut être dans 2 endroits différents au même moment? Est-ce que cet objet, dans un temps 1, est le même en un temps 2? Les voyages dans le temps, la téléportation et les multivers, cet ensemble d'univers qui coexisteraient simultanément, sont typiquement des manières qu'emploie la SF pour explorer l'identité. La science-fiction ici ne confronte plus les personnages à une seule version de soi, mais à plusieurs soi qui coexistent, qui évoluent en parallèle et qui sont chacune convaincues d'être l'original. Ce genre d'univers et de théorie spatio-temporelle nous force à nous demander s'il y a encore un soi central dans tout ça. Et au moment où j'enregistre cet épisode, je viens justement de terminer la nouvelle de Sarah Pinsker intitulée « Et il n'en restera plus que N-1 », parue aux éditions de L'Œil d'Or dans la collection Angle Mort. Et j'en profite pour saluer Julien Vaquez si tu passes par ici et le remercier pour cette traduction. Je vous conseille vraiment la lecture, elle fait que confirmer en fait le propos que je vais surtout développer dans l'épisode 2. Tous les exemples qu'on vient de voir, ils n'ont pas été choisis juste pour le plaisir de name-dropper des œuvres cool, parce que sinon j'aurais pas cité Alien Earth. Ils sont là parce qu'ils déplient chacun une facette différente du paradoxe du bateau de Thésée autour de la question de l'identité. Le remplacement progressif du corps, le transfert dans un autre corps, qui soit organique, synthétique ou hybride, la duplication de soi, la coexistence de plusieurs moi dans une même enveloppe ou dans des univers parallèles. La question principale, on l'aura compris, c'est qu'est-ce qui fait que je suis moi? Mon corps, mes souvenirs, mon vécu, mon rapport au monde, le regard des autres? Est-ce que mon identité repose sur, je sais pas, disons une âme? Est-ce que c'est tout à la fois ou totalement autre chose? Est-ce que je peux être plusieurs moi aussi à la fois? Et dans toutes ces questions, est-ce que la science-fiction nous donne une réponse claire? Absolument pas. En même temps, les philosophes n'y sont pas non plus vraiment parvenus depuis l'Antiquité, il me semble, mais par contre, elle rend compte de plusieurs approches à l'image de certaines pensées philosophiques, parfois contradictoires.
Par exemple, une première piste, c'est le récit social et collectif. Comme avec Dark Vador, ce sont les autres et lui-même qui décident s'il est encore Anakin ou pas. Pareil avec le personnage principal d'Alien Earth, Marcy est transférée dans un corps synthétique, mais son frère continue à la percevoir comme sa sœur parce qu'il s'accroche à son propre récit. Ici, c'est le regard social qui tranche sur l'identité. C'est d'ailleurs une des réponses classiques au paradoxe du bateau de Thésée, qui est que le bateau cesse d'être le bateau de Thésée quand la communauté décide qu'il ne l'est plus. Une autre piste, cette fois plus philosophique, c'est celle qu'on peut rapprocher de la thèse du philosophe John Locke. Lui, il dit en gros que ce qui fait qu'on est soi, c'est notre mémoire, la mémoire consciente de nos expériences passées. Et c'est exactement ce que vient explorer Sévrance. En scindant la mémoire en 2 blocs hermétiques, on crée littéralement 2 identités qui cohabitent dans le même corps. Pour Locke, ce seraient 2 personnes différentes car elles n'ont pas accès aux mêmes souvenirs d'expériences passées. Aussi, dans certains cas, on voit qu'avoir des souvenirs et une mémoire ne suffisent pas toujours. Prenons Avatar 2. Et petite dédicace à Jal des Intergalactiques parce qu'il faut savoir qu'il est un grand fan d'Avatar 2. À chaque fois je pense à lui, bref. Dans Avatar 2, Quaritch, le méchant américain, est ressuscité dans un corps Na'vi. Quaritch ressuscité, qu'est-ce qu'on a fait James Cameron pour mériter ça? Bref, le Quaritch Na'vi possède les souvenirs du Quaritch humain et il dit, je cite, qu'il n'est pas vraiment Quaritch, qu'il a ses souvenirs, mais qu'il n'est pas lui. Ce passage nous dit que la mémoire ne suffirait pas à définir l'identité personnelle. Avoir les souvenirs de quelqu'un et incarner l'expérience vécue de quelqu'un ne suffisent pas à être cette personne. Et si la mémoire ne suffit pas toujours à définir qui on est, c'est peut-être parce que l'identité, elle passe aussi par l'incarnation, par le corps dans lequel cette conscience existe. En effet, il y a certaines personnes qui pensent que l'identité est très liée à son support biologique. C'est-à-dire que à partir du moment où on transfère ou qu'on duplique une conscience dans une autre matière, disons une autre interface neurologique, ce n'est plus du tout la même personne. Un autre corps égalerait toujours une nouvelle identité. Et dans Mickey 7 ou 17, c'est un peu la lecture qu'on pourrait avoir typiquement. Sachant que les corps de Mickey sont fabriqués à partir de déchets organiques issus du vaisseau dans lequel il travaille, logiquement, il n'est jamais réimprimé avec les mêmes matériaux. De fait, ça serait jamais la même interface neurologique et donc potentiellement jamais tout à fait la même personne. Dans Carbone modifié ou Alien Earth, c'est pareil. Chaque transfert dans un autre corps altérerait la conscience originale. C'est donc le corps et la matière qui influencent ce qui en ressort. Et en même temps, Sévrance nous montre exactement l'inverse, que même avec un seul et même cerveau, on peut quand même créer 2 identités distinctes. C'est un beau bordel, mais un bordel ultra stimulant. Je suis fascinée de voir à quel point la SF peut proposer autant de cas différents pour interroger ce qu'on appelle l'identité personnelle en philosophie. Franchement, c'est ultra frustrant de devoir résumer autant d'œuvres en quelques phrases parce que chacune mérite son épisode. D'ailleurs, s'il y en a une en particulier que vous voulez que je creuse, vous me le dites. Bref, ici, le but, c'est pas de donner des réponses, mais juste de vous introduire à ces différentes façons dont la SF a exploré ces questions et de vous donner des pistes. Si la science-fiction prolonge des interrogations qu'on a sur l'identité depuis des millénaires, j'ai l'impression que ça l'obsède particulièrement aujourd'hui. Elle actualise ce vieux mythe du bateau de Thésée avec les angoisses et les technologies de notre époque. Et moi je me demande pourquoi aujourd'hui, pourquoi la SF est obsédée par cette idée d'un moi éclaté, transféré, dupliqué actuellement. Pourquoi ce mythe revient en force maintenant et qu'est-ce que ça dit de notre époque ? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode 2. Je vous souhaite une très bonne écoute pour la suite et à très vite.